Il y a des portes dans ce monde qui ne s'ouvrent que dans un seul sens. Le matin, où j'ai accompagné mon fils à travers les portes vitrées de l'unité de soins palliatifs des Cèdres, j'ai compris pour la première fois ce que ces portes signifiaient réellement, et je lui ai tenu le bras tout du long, parce que je n'arrivais pas à soutenir le poids de la vérité. Je m'appelle Olympe Vasseur, 62 ans, Lyon. J'ai enterré un mari, survécu à une vie rude, et élevé un fils qui est devenu bien plus que ce que je n'avais jamais osé demander à Dieu. Léandre avait 38 ans, bâti sur la discipline et une ambition silencieuse. Le genre d'homme qui rappelait quand on lui laissait un message, qui se souvenait des anniversaires et qui ne m'a jamais, pas une seule fois, fait me sentir comme un fardeau. Et un mardi matin, il a franchi ses portes en me tenant le coude, comme si c'était lui qui me maintenait debout, ce qui, pour être tout à fait honnête, était le cas. Il ne s'est pas plaint, il ne le faisait jamais. Quand l'infirmière nous a conduits à sa chambre, il s'est assis au bord du lit, m'a regardé avec ses yeux, calme et a dit « Maman, arrête de me regarder comme ça. » J'ai souri. J'ai déballé ses affaires. J'ai disposé ses objets comme il les aimait, je me suis assise dans le fauteuil à côté de son lit, et j'ai commencé ce travail qui non, est pas vraiment un. C'est juste rester. C'est juste être présente. C'est juste choisir de ne pas s'effondrer devant la personne qui a besoin de vous entière. La chambre sentait le linge propre et quelque chose en dessous de ce linge propre que je ne voulais pas nommer. Je suis restée jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et dans cette immobilité, j'ai remarqué la chambre de l'autre côté du couloir, pour la première fois. La porte était entr'ouverte. Un vieil homme, redressé dans son lit, les mains croisées, les yeux tournés vers la fenêtre. Pas de télévision, pas de fleurs sur le rebord, pas de cartes sur le mur, rien qui n'indique que quelqu'un était venu ou prévoyait de venir. Il était assis dans son silence, de la façon dont un homme s'assoit lorsqu'il a fait la paix avec le fait d'être oublié. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai cuisiné des financiers aux amandes. Je me suis dit que c'était pour occuper mes mains. Le lendemain matin, j'ai traversé le couloir. Il m'a regardé de la façon dont un homme regarde quand il a cessé d'attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit, prudent, presque confus. J'ai tendu la boîte en fer et j'ai dit « Je suis dans la chambre d'en face. J'ai pensé que vous aimeriez un peu de compagnie. » Il m'a observé un long moment. Puis il a dit doucement « Je n'ai pas mangé de financier depuis le décès de ma femme. » Je me suis assise. Nous avons parlé des étés étouffants de Lyon, de ce que la patience coûte à une personne. Il s'appelait Léonce. Il n'en a pas dit plus, et je n'ai pas posé de questions. Si vous regardez ceci, et que vous vous êtes déjà assis dans un endroit comme les Cèdres, à attendre, à prier, à soutenir quelqu'un que vous aimez à travers une épreuve que vous ne pouvez pas réparer, laissez votre redatage dans les commentaires. Dites-moi à quelle heure vous regardez. Vous n'êtes pas seul. Là-dedans. Je suis retournée dans la chambre de Léandre cet après-midi-là, et je l'ai trouvé plus éveillé qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il a cherché ma main et l'a serrée avec une fermeté qui m'a surprise. « Maman. » Sa voix était basse, prudente. « J'ai besoin que tu t'assures que mes affaires sont en ordre. Les choses semblent. » Il s'est arrêté, a regardé vers la fenêtre, troublé. « Il sait quoi faire, mais j'ai besoin que tu vérifies. » Je lui ai serré la main et je lui ai dit que tout allait bien. Je lui ai dit de se reposer. Il a fermé les yeux. Je suis restée assise dans cette chambre, silencieuse en me disant qu'il avait juste peur, que les mourants s'inquiètent, que c'était le chagrin qui parlait et rien de plus. J'y ai cru. Puis, au 3e jour, j'ai pu voir la chose se produire et je n'ai rien pu faire pour l'arrêter. Léandre était plus faible. Pas de la manière dont les médecins l'avaient décrit. Progressive, gérable, une marée qui se retire. Lentement. Cela semblait plus rapide. Ses mains, qui avaient toujours été si fermes, tremblaient lorsqu'il attrapait son verre d'eau. Sa voix, lorsqu'il parlait, sortait fluette et soigneusement rationnée, comme un homme dépensant ses dernières pièces. Je m'asseyais à côté de lui, je regardais et je ne disais rien, car il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas ressemblé à de la panique. L'infirmière de garde ce matin-là, une femme que j'avais déjà vue 2 fois, a ajusté sa perfusion et noté quelque chose sur sa tablette sans lever les yeux. Je lui ai demandé comment il évoluait par rapport aux prévisions. Elle a souri
de ce genre de sourire, qui ne répond à rien et a dit « Nous veillons à son confort, madame. » Vasseur, ai-je dit en hochant la tête. J'ai rangé cette non-réponse dans l'endroit où vit la peur en milieu de matinée, je suis sortie dans le couloir et j'ai appelé Yizé. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'elle attendait. « Comment va-t-il aujourd'hui » Sa voix était chaleureuse. Tendue sous la Preversen on Wine. Chaleur, mais chaleureuse. Plus lent, ai-je répondu. Ses mains tremblent plus qu'hier. Un silence, puis j'ai réfléchi Olympe, je vais venir à Lyon très bientôt. Pendant qu'il peut encore communiquer clairement. Elle l'a dit avec précaution. De la façon dont les gens disent les choses qu'ils ont déjà décidées. Il y a certaines affaires que je dois l'aider à gérer. Des choses qui nécessitent son avis tant qu'il est encore capable de le donner. Je lui ai dit que c'était logique. Parce que c'était le cas. C'était exactement ce qu'une épouse dévouée dirait. Cela ressemblait à de l'amour exprimé par le pragmatisme, la façon dont les femmes ont toujours géré l'insoutenable, en s'assurant que la paperasse est en règle. Je ne l'ai pas remis en question, pas une seule seconde. Quand Léandre s'est assoupi en début d'après-midi, j'ai traversé le couloir. Léon s'était assis bien droit, ce qui était devenu notre signal tacite, indiquant qu'il acceptait de la compagnie. J'ai approché la chaise, et nous sommes restés assis un moment sans parler, ce qui était aussi devenu une sorte de langage entre nous. Puis il a dit « Je ne dors pas bien dans cet endroit. La plupart des gens n'y arrivent pas », ai-je répondu. Il a secoué la tête lentement. Ce n'est pas l'inconfort, c'est le bruit. Les nuits ici ne sont jamais totalement calmes. Il a regardé vers le couloir en disant cela. Pas moi. Le couloir. Des gens se déplacent à des heures où ils ne devraient pas. Les voix portent à travers ces murs. Il a fait une pause. On remarque des choses quand on ne peut pas dormir. J'ai pensé qu'il décrivait la solitude, l'agitation particulière d'un homme qui n'attend la visite de personne et n'a plus rien à espérer. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que le repos restait du repos, même s'il est fragmenté. Il m'a regardé un instant sans répondre. Puis il a hoché la tête, s'est retourné vers sa fenêtre. Je suis retournée dans la chambre de Léandre à 20 heures pour lui souhaiter bonne nuit. Il dormait. J'ai pris mon manteau et mon sac sur la chaise et j'ai tendu le bras au-dessus de la table de chevet pour éteindre la petite lampe. C'est là que je l'ai vu. Une carte de visite, face vers le haut, posée sur le bord de la table comme si elle y avait été placée délibérément. Je l'ai ramassée. Le nom sur le devant ne me disait rien. Une adresse à Lyon, un titre que je ne comprenais pas tout à fait. Je l'ai retourné. Un numéro de téléphone écrit à la main. Rien d'autre. Je suis restée là, à la tenir dans la pénombre de la chambre de mon fils. Puis, je l'ai glissée dans mon sac à main et je me suis dit que ce n'était probablement rien. Sur ce point aussi, j'avais tort. Léonce a mangé 2 financiers avant de prononcer le moindre mot, ce qui m'en a dit plus sur sa vie que tout ce qu'il aurait pu exprimer à voix haute. J'avais encore apporté des gâteaux, dans la même boîte en fer, avec le même torchon de cuisine plié en dessous. Je l'ai posé sur sa table adaptable et j'ai approché ma chaise. Et nous nous sommes installés dans ce silence facile qui commençait à proséjang, ressembler à une forme d'amitié, de celles qui n'ont pas besoin de passer pour être réelles. Il a fini par me parler de sa femme. Elle s'appelait Suzanne. Elle préparait la meilleure tarte aux pralines de tout le département du Rhône. Elle le savait et n'en faisait pas mystère, et c'est ce qu'il aimait chez elle. Il a souri en disant cela. Pas un grand sourire, juste ce petit rictus particulier qui appartient à un homme qui revisite quelque chose d'irremplaçable. Je lui ai parlé de mes années dans l'administration scolaire. 31 ans dans l'éducation nationale à Lyon. Les enfants qui arrivaient le ventre vide et repartaient armés pour la vie. Ceux qui revenaient des années plus tard pour vous dire ce que cela avait signifié pour eux. Il écoutait de la façon dont les gens écoutent lorsqu'ils sont sincèrement intéressés, plutôt que d'attendre leur tour pour parler. Ses mains restaient croisées. Ses yeux restaient fixés sur moi. Sauf quand des pas résonnaient dans le couloir. À chaque fois, ses yeux se tournaient vers l'encadrement de la porte. Pas rapidement. Pas avec alarme. Juste un déplacement lent et délibéré de son attention. Comme un homme
vérifiant quelque chose à quoi il s'attendait déjà. Puis il revenait à moi, fluide, sans hâte, comme si de rien n'était. Je me suis dit que c'était une manie de vieil homme, l'agitation de quelqu'un, confiné dans un lit, sans rien d'autre pour l'occuper que les sons et mouvements. Je me le suis dit, j'y ai cru, et je suis passé à autre chose. J'aurais dû m'y attarder plus longtemps. Léandre était réveillé quand je suis retourné dans sa chambre juste avant midi. Alerte, de cette façon qui commençait à ressembler à du temps emprunté. Brillant. Pendant 1 heure, puis de nouveau éteint. Il a attrapé la télécommande, n'a rien changé. L'a reposé. Puis il a demandé « Est-ce qu'ils t'a appelé ?»« Nous nous sommes parlé hier, ai-je dit. » Il a hoché la tête, a regardé la fenêtre. Puis « Est-ce qu'elle a appelé ?»« Aujourd'hui ?» Voilà. La même question. Sous un autre manteau. J'ai observé son visage pendant qu'il la posait. Et il y avait quelque chose en dessous de la question que je n'arrivais pas à situer précisément. Pas de la jalousie. Pas de la suspicion. Quelque chose de plus proche du besoin. Comme un homme vérifiant que les personnes en qui il avait confiance se tenaient toujours là où il les avait laissées. Je l'appellerai cet après-midi, ai-je dit. Elle vient bientôt. Il a de nouveau hoché la tête, a fermé les yeux. Je suis resté avec lui jusqu'à ce que sa respiration se régularise. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma sœur, j'ai mangé la moitié d'une assiette dont je n'ai pas senti le goût, et je me suis assise seule à la table de la cuisine après qu'elle soit allée se coucher. J'ai sorti la carte de visite de mon sac. J'en avais déjà regardé le recto 2 fois. Le nom ne me disait toujours rien. L'adresse à Lyon ne me disait toujours rien. Mais quelque chose m'a poussé à la retourner encore une fois. Quelque chose qui restait dans un coin de ma tête depuis l'instant où je l'avais trouvée. L'écriture au dos était petite et soignée, délibérée. Quelqu'un qui écrivait, comme s'il ne voulait pas être mal lu. Un mot que je ne reconnaissais pas. Un numéro de téléphone en dessous. Et juste sous cela, de la même main appliquée, le nom de la SCI de Léandre. Je suis resté totalement immobile à cette table de cuisine. La maison était silencieuse. L'horloge de ma sœur faisait tic-tac sur le mur. J'ai posé la carte, face contre table, et j'ai fixé le vide pendant un long moment. Isée a appelé à 8h30 pour confirmer qu'elle arrivait le matin. Même, sa voix était chaleureuse et assurée, comme toujours. Le genre d'assurance qui vient du fait d'avoir déjà pris toutes ses dispositions. Elle a dit qu'elle serait là pour 10 heures. Elle a dit qu'elle avait hâte de me voir. Elle a dit de me reposer. Je lui ai dit que je le ferais. Je le pensais. Sincèrement quand je l'ai dit. À 19 heures, j'avais accompagné Léandre pendant ses médicaments du soir. Je l'avais regardé sombrer dans ce sommeil léger qui avait remplacé le vrai sommeil, et j'avais pris mon manteau et mon sac sur la chaise. J'étais fatiguée, de cette manière spécifique dont le deuil vous fatigue. Pas dans le corps, mais quelque part derrière. Je me suis arrêtée sur le seuil de Léonce pour lui souhaiter bonne nuit, comme j'avais commencé à le faire, sans l'avoir vraiment décidé. Il n'était pas installé comme je m'y attendais. Il était penché en avant, les 2 mains agrippées à la barrière du lit. Ses yeux m'ont trouvé dès l'instant où je suis apparue dans l'encadrement de la porte. Et quelque chose dans son regard m'a arrêté avant que je puisse parler. Pas exactement de la détresse. Quelque chose de plus contrôlé que la détresse. Quelque chose qui patientait. Léonce. J'ai fait un pas à l'intérieur. « Vous allez bien ?» Il n'a pas répondu à la question. Il m'a regardé traverser la pièce, et quand j'ai été assez près, il a tendu le bras et a agrippé le mien. Pas un contact. Doux. Une vraie poigne, ferme et délibérée, qui n'appartenait pas à un vieil homme malade faisant la conversation. Il m'a tiré vers lui et m'a chuchoté, directement à l'oreille. « Rentrez chez vous ce soir si vous le pouvez. » Je me suis reculée et j'ai regardé son visage. Il a soutenu mon regard sans sourciller. Fixe, sérieux, portant derrière ses yeux quelque chose de lourd, qu'il n'allait pas expliquer. Puis il a ajouté autre chose, doucement, presque, englouti par le bruit de la ventilation au-dessus de nous. Il bouge différemment quand la famille part pour la nuit. Avant que je puisse répondre, il a relâché mon bras, s'est tourné vers sa fenêtre et a croisé les mains sur ses genoux comme si de rien n'était. Je suis restée plantée dans cette chambre à attendre la suite. Rien n'est venu. Je suis sortie dans le couloir et je me suis tenue là, dans le bourdonnement sourd du bâtiment,
essayant de localiser ce qui venait de me traverser. Ce n'était pas exactement de la peur. C'était le sentiment particulier d'un mot qui atterrit avant que l'on en comprenne le sens. Votre corps sachant quelque chose que votre esprit n'a pas encore rattrapé. Rentrez chez vous ce soir si vous le pouvez. Pas soyez prudente. Pas prenez soin de vous. Rien de ce qu'un vieil homme seul dit à la femme qui lui apporte des gâteaux. Ces mots étaient spécifiques. Ils étaient pointus. Et la deuxième phrase m'a encore plus troublée. Il bouge différemment quand la famille part pour la nuit. Qui était-il? Le personnel? Des visiteurs? Quiconque marchait dans ces couloirs après minuit. Je n'arrivais pas à savoir si Léonce me mettait en garde contre quelque chose de réel ou si les longues nuits en soins palliatifs lui avaient appris à voir des schémas dans des mouvements ordinaires. Mais la certitude dans sa voix n'avait pas l'air confuse. Elle avait l'air expérimentée. J'ai appelé ma sœur. Je lui ai dit que je restais pour la nuit. Elle a demandé si tout allait bien. J'ai dit oui. Je n'étais pas sûre que ce soit vrai. J'ai tiré le petit fauteuil inclinable près du lit de Léandre et je me suis assise. Dans le noir, toujours avec mon manteau, mon sac par terre à côté de moi. La respiration de Léandre était lente et régulière. Le bâtiment était devenu silencieux, de la façon dont les bâtiments deviennent silencieux après 22 heures. Posé, tamisé, le genre de silence qui donne un sens à chaque bruit qui le brise. 2 fois pendant la nuit, quelqu'un a vérifié la chambre de Léandre sans vibrer. Entrée. Une pause à la porte. Une ombre contre l'étroite vitre, puis de nouveau, du mouvement. Je me suis dit que c'était normal. Le personnel surveillait les patients pendant la nuit. Les familles erraient dans les couloirs, incapables de dormir. La sécurité faisait des rondes. Il y avait des explications raisonnables à presque tout ce qui se passait autour de moi. Mais les choses raisonnables ne vous serrent généralement pas la poitrine de cette façon. J'ai fermé les yeux. À 2 heures du matin, je les ai ouverts. Des pas dans le couloir. Lent, délibéré, pas la marche rapide et résolue d'une infirmière faisant sa ronde. Quelque chose sans hâte. Quelque chose qui s'est arrêté brièvement, à peine, devant la porte de Léandre, avant de continuer. Puis devant la porte de Léonce. Puis plus rien. Je suis restée assise dans le noir, la main plaquée contre ma poitrine, et je n'ai pas bougé pendant très longtemps. Isée est arrivée à 10h moins 10, portant un sac de voyage d'une main, un conférencier en cuir coincé sous l'autre bras. Je l'ai regardé franchir la porte de la chambre de Léandre, et je veux être honnête sur ce que j'ai vu, car je me suis posé cette question de nombreuses fois depuis. Son chagrin était-il réel? Et la réponse est oui. Totalement. Elle a tout posé, s'est précipitée vers lui et a pris son visage à 2 mains, comme le fait une femme qui a eu peur de voir quelque chose et qui est soulagée, que ce ne soit pas pire. Elle a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Il a ouvert les yeux et le plus infime des sourires a traversé son visage. Tout ce qu'il y avait entre eux était réel. Je n'avais aucun doute là-dessus. Mais le dossier était réel, lui aussi. Il trônait sur la chaise où elle l'avait posé avant de traverser vers le lit. En cuir marron, à bord rigide, le genre. Fait pour garder des papiers bien à plat et protégés. Le genre qu'on apporte quand on a besoin de signature, pas de réconfort. Je l'ai remarqué de la manière dont on remarque quelque chose qui n'a pas tout à fait sa place dans une pièce, sans pouvoir dire immédiatement pourquoi. Je n'ai rien dit. J'ai versé de l'eau. J'ai lissé la couverture déjà, parfaitement lisse aux pieds de Léandre. J'étais présente, utile et totalement concentrée sur ce dossier sans le regarder directement. Un homme est apparu dans le couloir. Il était visible à travers l'étroite vitre, intégrée à la porte. La bande vitrée qui permettait au personnel de vérifier les patients sans entrer, ce n'était pas un membre du personnel. Ses vêtements étaient trop soignés pour ça. Veste sombre, pas de badge, pas de tablette. Il s'est tenu devant la vitre un court instant, juste assez longtemps pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de la chambre, puis il a disparu, sans hâte, comme s'il avait vu exactement ce qu'il était venu voir. J'ai gardé le visage totalement impassible. Mais quelque chose dans cette apparition m'est resté en tête plus longtemps qu'il n'aurait dû. Les unités de soins palliatifs reçoivent constamment des visiteurs. Des prêtres, des comptables, des cousins éloignés, des représentants d'assurance, des avocats,
portant des dossiers et des expressions mesurées. Rationnellement, il n'y avait rien d'étrange à ce qu'un homme bien habillé se tienne dans un couloir devant la chambre d'un patient, sauf qu'il n'avait pas l'air d'être de la famille. Et il n'avait pas l'air perdu non plus. 20 minutes plus tard, Isée est sortie pour parler avec l'une des infirmières du planning de soins de Léandre. J'entendais sa voix dans le couloir, chaleureuse, impliquée, posant les bonnes questions. Elle allait en avoir pour quelques minutes au moins. J'ai regardé le dossier. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne vais pas prétendre que je suis le genre de femme qui fouille dans les documents privés de quelqu'un d'autre dans la chambre de son fils mourant. Je ne le suis pas. Mais j'ai traversé la pièce jusqu'à la chaise et je l'ai regardé. Le bord supérieur d'un document était visible là où le rabat n'avait pas été complètement fermé, du papier blanc. Une impression standard dans le coin supérieur gauche. Clair comme de l'eau de roche. Le nom de la SCI de Léandre. Je me suis reculée, me suis assise, et j'ai croisé les mains sur mes genoux. Isée est revenue 2 minutes plus tard et nous avons parlé de l'appétit de Léandre, de la façon dont il dormait et de ce que le médecin avait dit lors de sa dernière visite. Nous parlions comme deux femmes qui aimaient le même homme, parce que c'était le cas. Parce que c'était toujours vrai, indépendamment de tout le reste. À un moment donné, elle a touché le dossier du bout des doigts et a dit, presque pour s'excuser, « Il y a des trucs de compte que Léandre voulait que je l'aide à organiser tant qu'il est encore assez alerte pour répondre aux questions. » J'ai hoché la tête comme si cette explication réglait tout. Une part de moi voulait que ce soit le cas. Je me suis éclipsée à 11 heures. Je leur ai dit que j'avais besoin de prendre l'air. Le parking derrière les cèdres était à moitié plein. Des infirmières changeant de service. Des familles fumant près de leur voiture. Le mouvement ordinaire des gens portant des journées difficiles. Je me suis tenue près du trottoir. Et j'ai laissé l'air froid m'apaiser. Puis je l'ai revu. Pas de près, cette fois. Près de l'autre bout du parking, à côté d'une berline bleu foncé. La même veste sombre. La même allure délibérée. Il a ouvert la porte du conducteur, sans regarder autour de lui, et a fait une brève pause avant de monter à l'intérieur. Une main posée sur le toit de la voiture, comme un homme terminant une pensée avant de partir. Je ne pouvais pas voir son visage clairement à cette distance, mais quelque chose en lui a serré la même corde à l'intérieur de moi. Celle que l'apparition, dans le couloir, avait déjà serrée plus tôt. Pas exactement de la peur. De la type reconnaissance, sans le contexte. Il est monté dans la berline et a reculé lentement. Bleu foncé. Modèle récent. Plaque d'immatriculation française. J'ai attrapé les 3 premières lettres, avant que la voiture ne braque vers la sortie et ne disparaisse derrière l'Express, et bordant l'allée. Je suis restée là plus longtemps que je n'en avais l'intention, puis j'ai gravé ces 3 lettres dans ma mémoire, car à ce moment-là, l'instinct avait déjà commencé à faire un travail que mon esprit n'avait pas encore rattrapé. Je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir, chez ma sœur, les yeux ouverts, et j'ai laissé tout me traverser dans l'ordre où cela s'était produit. La carte de visite avec l'écriture au dos, le nom de la SCI sur le bord du jeu, document à l'intérieur de ce conférencier. L'homme derrière la vitre qui avait regardé une fois et était parti. Le murmure dans le couloir. Les pas à 2 heures du matin s'arrêtant devant 2 portes. Rien de tout cela ne se connectait en quelque chose que je pouvais nommer. Mais cela avait cessé de ressembler à une coïncidence et commençait à ressembler à un poids. Le genre de poids qui appuie sur votre poitrine de l'intérieur et qui ne bougera pas, quelle que soit la façon dont vous vous positionnez. J'étais de retour au Cèdre à 7h45. Solène Rivoire était de garde. Je l'avais déjà vue. Efficace, agréable, le genre d'infirmière qui traverse une pièce sans la déranger. Mais je l'ai observée différemment tout matin-là. Non pas parce que j'avais décidé qu'elle était coupable de quelque chose, mais parce qu'une fois que la suspicion pénètre votre esprit, vous commencez à scruter les choses ordinaires à la recherche de preuves qu'elles n'ont jamais été censées porter. J'ai observé la façon dont elle vérifiait la perfusion de Léandre, la façon dont elle annotait son dossier, la façon dont elle lui parlait. Même en sachant qu'il dormait. Professionnellement chaleureuse, les mots corrects, la cadence rodée, trop rodée. Il y a une différence entre une personne qui est douée dans son travail et une personne qui joue à être douée dans son travail.
J'avais passé 31 ans dans les écoles à apprendre à voir cette différence chez des gens qui avaient la moitié de l'âge de Solène Rivoire. Cela réside dans les petites choses. Le délai d'une demi-seconde avant la réponse, naturelle. Les yeux qui confirment plutôt qu'ils ne découvrent. Ou peut être que le chagrin m'avait simplement rendue méfiante envers quiconque se tenait près de mon fils. Je ne me faisais plus totalement confiance sur ce point. J'ai attendu qu'elle ait fini, puis j'ai dit, d'un ton désinvolte, la façon dont on dit les choses, quand on ne veut pas que l'autre sache qu'on écoute. Attentivement sa réponse. Pouvez-vous m'expliquer son planning de médicaments? Juste pour que je comprenne ce qu'il reçoit et quand? Sa réponse fut correcte. Minutieuse même. Mais ses yeux sont allés ailleurs, pendant qu'elle la donnait. Pas vers le dossier. Pas vers moi. Quelque part, au-delà de mon épaule gauche pendant juste un souffle, avant de revenir. « Bien sûr, Madame Vasseur, a-t-elle dit. Nous voulons que vous vous sentiez informée. » Je l'ai remerciée. Elle est partie. Je suis restée avec ce que je venais de voir, et je n'ai pas bougé pendant plusieurs minutes. Cet après-midi-là, j'ai traversé le couloir. Léonce avait fini son déjeuner, était assis dans sa position habituelle. Droit, les mains croisées, orienté vers la fenêtre. Nous avons parlé de petites choses. Le temps qui changeait, si Lyon avait déjà connu un été qui ne s'abattait pas sur nous comme une punition. Il était plus silencieux que d'habitude, mais présent. De la façon dont il avait appris à être présent avec moi. Attentif, sans avoir besoin d'en faire la démonstration. Quand je me suis levée pour partir, il a dit, sans détourner le regard de la fenêtre. « Vous me rappelez ma fille. » Elle était proviseure. Elle non plus ne ratait rien. J'ai souri faiblement. Les enfants vous forment l'œil pour ça. Les mots ont franchi mes lèvres automatiquement. Conversationnel. Inoffensif. Puis j'ai fait un pas dans le couloir. Et quelque chose a ralenti dans ma tête. Je lui avais déjà parlé d'enfants, de parents, d'avoir passé des années autour, de suffisamment de monde pour apprendre ce qu'il ne disait pas. Assez, peu, être, pour qu'un homme observateur fasse des déductions. Assez même, peu, être, pour qu'il devine. Éducation, administration, quelque chose d'approchant. Mais la certitude avec laquelle il l'avait affirmé m'est restée. Non pas parce que c'était impossible, mais parce que c'était précis. Je me suis retournée. Ses yeux étaient déjà fermés, ses mains toujours croisées, sa respiration régulière, comme s'il n'avait rien dit du tout. Je suis restée sur le seuil un long moment. Le couloir bourdonnait doucement. Autour de moi, un chariot a roulé quelque part plus loin, puis une autre pensée est arrivée derrière la première. Léonce passait la plupart de ses journées face à ce couloir. Les infirmières parlaient ouvertement au poste de garde. Le personnel échangeait des détails en se croisant. Les familles parlaient dans salle d'attente en croyant que personne n'écoutait. Dans des endroits comme les Cèdres, l'information voyageait légèrement, silencieusement, parfois sans que personne ne la remarque. Et il y avait autre chose, maintenant. Quelque chose que je n'avais pas envisagé auparavant. Les gens qui passent assez de temps autour du chagrin deviennent des étudiants du comportement humain. Ils apprennent à observer attentivement les pièces, à remarquer la tension avant que les mots ne l'atteignent. À prêter attention à qui marche dans les couloirs et pourquoi. Cela aurait dû m'apaiser. Au lieu de cela, ça m'a troublé davantage. Car que Léon s'est deviné, entendu par hasard, ou simplement observé avec trop d'attention, le sentiment en dessous restait le même. Des gens, à l'intérieur de ce bâtiment, voyaient plus qu'ils ne le devaient. Je me suis retournée et j'ai continué à marcher. Mais j'étais plus lente, et je réfléchissais plus intensément que je ne l'avais fait depuis le matin où j'avais franchi ces portes à sens unique. Parce que quelque chose dans ce bâtiment en savait plus qu'il n'en disait. J'ai appelé maître Bérénice Delorme depuis le parking d'une station-service à 2 rue des Cèdres, parce que je ne voulais pas passer cet appel à l'intérieur de ce bâtiment. Bérénice et moi nous connaissions depuis 11 ans par notre paroisse. Elle avait géré la succession de mon mari Gérald après son décès, discrètement, minutieusement, sans jamais me faire me sentir comme une veuve, qu'il fallait materner. Elle était le genre d'avocate qui rappelait le jour même et qui vous disait la vérité avant de vous dire ce que vous vouliez entendre. Je lui faisais confiance de la façon dont on fait confiance à quelqu'un qui vous a
déjà vu au pire de vous-même, et qu'il a géré avec dignité. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Bérénice, » ai-je dit. « J'ai besoin que quelqu'un jette un œil à quelque chose. Pas d'urgence. » J'ai contrôlé ma voix. Les affaires de mon fils. Je veux juste m'assurer que tout est en ordre pendant qu'il peut encore confirmer. Ses volontés. Un silence. « Qu'est-ce que vous voyez, Olympe? » « Je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'ai besoin que vous regardiez. » Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle a dit « Envoyez-moi ce que vous avez. Je vais commencer à extraire les registres publics cet après-midi. » 30 ans en droit des successions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes signifiait qu'elle avait accès aux bases de données et des contacts au niveau départemental que la plupart des avocats passent leur carrière à construire. Une lecture préliminaire n'était pas une question de jour pour Bérénice Delorme. C'était une question d'heure. Je lui ai tout envoyé. Une photo du recto et du verso de la carte de visite. Le nom de la SCI que j'avais vu sur le bord du document dans le conférencier. Et ce, dont je me souvenais de la structure financière de Léandre d'après des années de conversation. Ses comptes-titres. La SCI détenant ses 2 investissements locatifs. Le contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit quand lui et Isée s'étaient mariés. Puis je suis retournée à l'intérieur et je me suis assise avec mon fils. Il était réveillé en début de soirée. La bonne sorte d'éveil. Présent, les yeux clairs, la version de Léandre qui ressemblait encore entièrement à lui-même. Il m'a demandé quel temps il faisait. Il a demandé si j'avais mangé. Je lui ai dit oui aux 2, même si un seul était vrai. Puis j'ai dit prudemment « Léandre, tes affaires, les comptes, la SCI, tout est correctement mis en place. » Il m'a regardé avec ses yeux calmes. « Tout est géré, maman. Il sait c'est quoi. En faire. » Il l'a dit comme un homme dit quelque chose qu'il s'est répété assez de fois pour que cela devienne un fait, une confiance totale, aucune hésitation. Je lui ai tenu la main et j'ai dit « Bien. C'est bien. Mon chéri. » Je ne lui ai pas parlé de la carte de visite. Je ne lui ai pas parlé du dossier, ni de l'homme sur le parking, ni de ce que Léonce avait dit. Je me suis assise avec lui et j'ai parlé de choses sans importance jusqu'à ce que ses yeux s'alourdissent, que sa respiration ralentisse et qu'il reparte dans ce sommeil superficiel et agité. J'ai embrassé son front et je suis sortie. Mon téléphone a sonné à 20h47. Bérénice. J'ai répondu avant que la 2e sonnerie ne s'achève. Je n'ai fait qu'une extraction préliminaire, a-t-elle dit. Sa voix était mesurée, de la façon dont elle l'est lorsqu'elle contrôle quelque chose. Mais, Olympe. Une pause qui a duré exactement assez longtemps pour changer l'avcade. Température de tout. Quelqu'un prépare des documents de cession de parts sur cette SCI depuis des semaines, des dépôts actifs, des dates récentes. Une autre pause. Léandre ne les a pas initiés. Je me tenais dans le couloir devant la chambre de mon fils, le téléphone pressé, contre l'oreille, et le son de sa respiration me parvenait faiblement à travers. Tu la portes derrière moi. Je n'ai rien dit pendant un long moment, puis j'ai dit « Continuez à fouiller. » 2 jours ont passé avant que Bérénice ne rappelle. Je sais que les gens pensent que les enquêtes vont vite. Ce n'est pas le cas. Elles avancent de la façon dont la vérité avance, prudemment, à travers les couches. Un document, menant à un autre document, menant à un nom, qui mène à un autre nom. Bérénice avait été méthodique toute sa carrière. Je ne l'ai pas pressée. Je suis restée, assise avec Léandre. J'ai apporté des gâteaux à Léonce. J'ai regardé Solène Rivoire se mouvoir dans la chambre de mon fils et j'ai gardé le visage totalement impassible. Le 3e soir, Bérénice m'a appelé et m'a demandé de trouver un endroit calme. Je suis allée jusqu'au petit salon des familles au bout du couloir. Celui avec la fenêtre qui donnait sur le parking et les 2 chaises que personne n'utilisait jamais. J'ai fermé la porte et je me suis assise. 2 documents, a-t-elle dit. Une cession de parts de la SCI et un changement de clause bénéficiaire d'assurance vie. Les 2 ont été préparés au cours des 6 dernières semaines. Les 2 nécessitent la signature d'Isée pour être exécutés. Elle a fait une pause. Aucun des 2 n'a été initié par Léandre. J'ai plaqué ma main à plat contre mon genou et je n'ai rien dit. Les documents redirigent tout vers une SIS, une holding privée. Pas vers IC. Directement.
Une structure opaque. Mon enquêteur a passé une bonne partie de ces 2 jours à remonter l'immatriculation. Ça passe par des montages en cascade, des prête-noms avant d'atteindre le bénéficiaire effectif. Une autre pause. Le genre que Bérénice utilise quand elle veut que vous soyez prête. Le nom est Gauthier Valandry. Je ne le reconnaissais pas. Je le lui ai dit. Consultant privé en gestion de patrimoine. Une affaire basée à Lyon, l'air légitime sur le papier. Sa voix était prudente. Plate de la façon qui signifie le contraire de plat. Il structure ses sociétés d'une manière très difficile à tracer rapidement. Mon enquêteur n'y est arrivé que parce qu'il a déjà vu ce Valandry utiliser des méthodes d'écrantage similaires dans des litiges de succession. J'ai plongé la main dans mon sac. Mes doigts ont trouvé la carte de visite sans que j'aie besoin de regarder. Je la rangeais dans la même poche chaque jour depuis que je l'avais trouvée. Je l'ai retournée. Le numéro manuscrit au dos. Je l'ai lu à Bérénice sans expliquer pourquoi. Silence. Puis, Olympe. Ce numéro figure dans le dossier d'immatriculation de Ban 2, la holding de Gauthier Valandry. C'est une ligne de contact enregistrée pour son cabinet. Je suis resté avec cette information un instant. La carte de visite avait été sur la table de chevet de Léandre. Quelqu'un l'avait mise là. Quelqu'un qui avait été dans cette chambre ou qui y avait accès et qui voulait quoi? Qu'il appelle? Qu'ils la trouve? Que quelque chose s'oriente dans une direction précise? Ou peu? Être voulait-il simplement que le numéro soit disponible avant que des décisions ne doivent être prises dans l'urgence? Les documents ont besoin de la signature d'IC, ai-je dit. Oui. Elle ne les a pas encore signés. Pas selon les statuts déposés. Non. L'exécution n'a pas encore eu lieu. Ce qui signifiait qu'il était encore temps. Ce qui signifiait que la personne, derrière tout ça, attendait encore le bon moment. Ce qui signifiait que le dossier qu'Isée avait apporté, celui qu'elle n'avait pas ouvert devant moi, contenait encore des papiers non signés. J'ai regardé par la fenêtre le parking sombre en contrebas. Des places vides, les lampadaires formant des flaques jaunes sur le bitume. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, autre chose s'est installée à côté de la structure de la peur. Ce n'était pas de l'avidité hasardeuse, semant le chaos dans une famille en deuil. C'était organisé, synchronisé, patient. L'homme dans le couloir, la carte de visite, les documents méticuleusement préparés en attente d'une fenêtre signature. Rien de tout cela ne semblait plus improvisé. Bérénice, ai-je dit d'une voix neutre, qui a mis Gauthier Valandry en contact avec les informations financières de Léandre en premier lieu, quelqu'un lui a donné les détails, la structure de la SCI, le contrat d'assurance, la position des comptes. Ce n'est pas du domaine public. Quelqu'un qui savait lui a tout livré. Bérénice est restée silencieuse un moment. Je ne sais pas encore, a-t-elle répondu. Mais qui que ce soit, il avait une visibilité de l'intérieur. Ces documents ont été préparés avec trop de précision pour résulter de simples devinettes. J'ai hoché la tête vers la fenêtre. Trouvé. J'ai appelé le pasteur Vidal un jeudi matin depuis la même station-service à 2 rue des Cèdres. J'avais appris, à ce stade, que certains appels nécessitaient de la distance par rapport à ce bâtiment, non pas parce que j'avais peur d'être écouté, mais parce que j'avais besoin de pouvoir penser, clairement en parlant. Et quelque chose dans ces couloirs rendait la pensée claire difficile. Trop de chagrin dans les murs, trop de poids dans l'air. Vidal a décroché à la 2e sonnerie. Nous avons échangé cette brève chaleur. Des gens qui se connaissent à travers suffisamment de saisons rudes pour que « Bonjour » porte une histoire à l'intérieur. Puis j'ai dit « Pasteur, avez-vous rendu visite à Léandre récemment ?»« Il y a 2 semaines, un mardi, a-t-il dit. Je suis resté avec lui environ 40 minutes. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel pendant que vous y étiez? Quelqu'un, dans le couloir qui n'avait pas l'air d'être à sa place? Une pause plus longue qu'une pause de réflexion, le genre qui signifie oui et qui décide comment le formuler. Il y avait un homme, a dit Vidal lentement, debout devant la chambre de Léandre, pas à l'intérieur, dans le couloir, bien habillé, veste sombre. Il ne bougeait pas comme quelqu'un qui a un but précis, juste. Une autre pause. J'ai supposé qu'il était une sorte de consultant. Les professionnels du corps,
médicale ou de la finance font venir ces gens-là dans des situations comme celle-ci. J'ai gardé ma voix égale. À quoi ressemblait-il? Vidal l'a décrit. Taille moyenne. Carrure solide. Le genre d'homme dont les vêtements étaient choisis pour suggérer l'autorité sans l'annoncer. Sans hâte. Comme quelqu'un qui est exactement là où il avait l'intention d'être. Puis Vidal a ajouté doucement. Il m'a regardé une fois quand je suis sortie de la chambre de Léandre. Il a hoché la tête comme si nous étions tous les deux là pour affaire. Cela a serré quelque chose très bas dans ma poitrine. C'était le même homme, le couloir, le parking, la berline bleu foncé. Pasteur, ai-je dit. J'ai besoin que vous veniez au Cèdre demain. Vous allez me montrer exactement où vous l'avez vu et quand. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a dit « Je serai là à 10 heures ». Je suis restée avec cette pensée un moment après avoir raccroché. Puis mon téléphone a vibré. Bérénice. Elle n'a pas commencé par des amabilités. J'ai trouvé le lien, a-t-elle dit. Gauthier Valandry et Syriac. Le frère. Disait. Elle a laissé l'information atterrir avant de continuer. Des correspondances financières entre eux remontant à 14 mois. Mon enquêteur a trouvé une trace écrite qui les place dans la même pièce, à Strasbourg. Un séminaire d'affaires lié à des cabinets de gestion de patrimoine. Leurs noms apparaissent ensemble via un registre d'accès fournisseur. Une pause. Syriac a apporté à Valandry le profil, les structures de compte, les parts, de la SCI, les détails du contrat d'assurance vie. Des informations qui n'ont pu venir que de l'intérieur de la famille. J'ai fermé les yeux. Syriac. Je l'avais rencontré 2 fois. Un homme qui vous serrait fermement la main, qui souriait de tout son visage et qui vous posait des questions sur vous qui vous faisaient vous sentir comme la personne la plus intéressante de la pièce. Le genre d'homme qui avait appris que le charme était une porte qui ouvrait tout. Le frère disait, qui était en haut, en ce moment même, assise à côté de son mari mourant, avec un conférencier en cuir qu'elle n'avait pas encore ouvert devant moi. Et qui m'appelait Olympe au lieu de Madame Vasseur depuis le tout premier jour. Et qui n'en avait aucune idée. J'étais certaine de cela, de la façon dont on est certaine des choses qu'on ne peut pas encore prouver. Que son propre frère avait livré la vie financière de son mari à un prédateur, 14 mois plus tôt. Bérénice, ai-je dit prudemment. Sommes-nous sûrs qu'il ne s'agissait pas de planification financière légitime, au début? Peut être au début, a-t-elle répondu. Mais plus maintenant. Les structures de transfert ont changé il y a 6 semaines. C'est à ce moment-là que le vocabulaire de la clause bénéficiaire a été modifié et que les holdings écrans sont apparus. Avant cela, la correspondance se lit comme des conversations ordinaires sur la gestion des comptes. Après cela, non. Cela comptait. Parce que les prédateurs arrivent rarement avec l'air de prédateurs au début. Je suis restée dans ma voiture, sur ce parking, pendant un long moment. Le moteur était éteint. Les vitres commençaient à s'embuer légèrement sur les boards. Dehors, le monde ordinaire défilait. Une infirmière en pause. Une camionnette de livraison qui se garait. Un homme marchant les mains dans les poches, n'allant nulle part rapidement. Issée ne savait pas, ou si elle savait, elle l'avait caché de façon irréprochable, tout au long des pires semaines de la vie de son mari. Je ne croyais pas que ce soit le cas. Et demain, je devais décider quoi faire de ça. J'ai demandé à Issée de m'accompagner jusqu'au petit salon des familles au bout du couloir. Je ne lui ai pas dit pourquoi. J'ai dit que j'avais besoin de quelques minutes et si cela ne la dérangeait pas, et elle a dit « Bien sûr, Emma », suivie avec la confiance facile d'une femme qui n'avait encore aucune raison de se radir. Elle portait la couleur préférée de Léandre ce jour-là, un bordeaux profond qui, disait-il toujours, lui allait à merveille. Je l'ai remarqué. Et cela a rendu ce que je m'apprêtais à faire considérablement plus difficile. J'ai fermé la porte. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre sur les 2 chaises que personne n'utilisait jamais. J'avais les documents que Bérénice avait envoyés sur mon téléphone. Des captures d'écran, des déclarations, la trace écrite disposée dans la séquence minutieuse de quelqu'un qui savait comment monter un dossier incontestable. J'ai dit « Issée, j'ai besoin de te montrer quelque chose. Et j'ai besoin que tu
Sache, avant que je le fasse, que rien de ce que je vais dire ne te vise. Elle m'a regardé calmement. D'accord. Je lui ai montré les documents de session de la SCI. Je l'ai regardé lire. Ses sourcils se sont légèrement froncés, l'expression de quelqu'un confronté à quelque chose qui ne fait pas encore sens. Puis je lui ai montré le changement de clause bénéficiaire. Puis je lui ai montré l'immatriculation de la société holding, remontant à travers 2 couches de paperasse jusqu'à Gauthier Valandry. Puis je lui ai montré la correspondance, l'enregistrement tiers qui plaçait Gauthier Valandry et Syriac dans la même pièce à Strasbourg 14 mois plus tôt. J'ai regardé son visage traverser cela par étapes. La confusion d'abord. Sincère et sans défense. Le regard d'une personne lisant, des mots qui refusent de s'organiser pour avoir un sens. Puis, quelque chose a basculé sous la confusion. Une reconnaissance dont elle ne voulait pas. Sa mâchoire s'est contractée. Ses yeux se sont figés, de la façon dont les yeux se figent lorsque l'esprit derrière eux accomplit un travail très contrôlé et très douloureux. Elle n'a pas parlé pendant très longtemps. Je n'ai pas cherché à combler le silence. J'avais appris, au cours de mes 30 et 1 ans à travailler avec les gens, que certains silences doivent être traversés, pas gérés. Quand elle a fini par lever les yeux, ils étaient secs. Non pas parce qu'elle n'était pas dévastée, mais parce que ce qui la traversait était allé quelque part de trop profond pour que les larmes puissent encore l'atteindre. Il m'a appelé il y a 3 semaines, a-t-elle dit doucement. Syriac, il a dit qu'il avait parlé à un conseiller, quelqu'un qui pourrait aider à gérer les choses. Pendant. Il a dit que c'était ce que Léandre voudrait. Elle s'est arrêtée. Ses mains étaient à plat sur ses cuisses. Je pensais qu'il essayait d'aider. Je sais, ai-je dit. Il savait tout. La SCI, l'assurance vie, les comptes. Sa voix a encore baissé. Je lui avais dit. Au fil des années, quand les choses allaient bien, je parlais de notre vie, et il écoutait, et je pensais. Elle s'est arrêtée. De nouveau, elle ne l'a pas défendu. Elle n'a pas cherché d'excuses ou de contexte pour atténuer la chose. Elle s'est assise avec tout le poids de la situation, de la manière dont une femme s'assoit lorsqu'elle comprend que l'amour était la porte, que quelqu'un a utilisé pour entrer et tout prendre. Le silence s'est maintenu un autre long moment, puis elle m'a regardé directement et a dit « De quoi avez-vous besoin de ma part ?» Pas une question dont elle avait peur, une question à laquelle elle avait déjà décidé de répondre avant même d'avoir fini de la poser. J'ai soutenu son regard. « J'ai besoin que tu appelles Syriac. Dis-lui que rien n'a changé. Dis-lui que tout avance exactement comme prévu. » J'ai fait une pause. J'ai besoin qu'il croie qu'il a déjà gagné. Issé m'a regardé pendant un instant, immobile. Puis elle a pris son téléphone. La question qui couvait sous tout le reste avait enfin l'espace pour respirer. Le déclin de Léandre était plus rapide qu'il n'aurait dû l'être. Les médecins nous avaient donné un calendrier et son corps ne le suivait pas. Pas dans la direction de la guérison, ce que personne n'attendait, mais dans la direction de la détérioration. Le rythme était mauvais. Je l'avais senti dès la 2e semaine et je l'avais classé dans la catégorie de la propension du deuil à déformer le temps. Mais le deuil ne modifie pas les dossiers médicaux. Le deuil n'altère pas les planning d'administration. Et un schéma est un schéma, peu importe la discrétion avec laquelle il s'accumule. Léandre a eu une fenêtre de lucidité ce matin-là. Les yeux clairs, des phrases complètes. Je me suis assise près de lui, j'ai gardé ma voix posée et j'ai dit « Mon chéri, j'ai besoin de demander ton dossier médical, le dossier complet, pour m'assurer que tout est géré correctement. Est-ce que je peux le faire en ton nom ?» Il m'a regardé un instant. Puis il a dit « Oui. » Je l'ai accompagné jusqu'au poste des infirmières. Il n'était pas assez fort pour aller bien loin, mais il était assez présent pour que cela compte. Et j'ai fait attester son autorisation verbale par l'infirmière chef de garde. Ensuite, j'ai soumis une demande formelle via la direction de l'établissement pour obtenir les relevés complets d'administration des traitements de Léandre. Il a fallu 4 heures pour que la demande soit traitée. Je suis restée assise, avec Léandre à attendre, et je ne lui ai pas montré mes mains, car elles n'étaient pas totalement stables. Le contact médical de Bérénice était un médecin à la retraite nommé Dr Ferrand, qui avait travaillé avec elle sur 3 affaires de succession antérieures,
impliquant des chronologies médicales contestées. Elle a pu le joindre vers midi. Le soir même, il avait les dossiers et mon autorisation écrite pour les examiner. Il m'a appelé à 21h15. Il y a des incohérences, a-t-elle dit. Prudent, précis. La voix d'un homme qui n'utilise pas les mots à la légère. Des heures d'administration de médicaments qui ne correspondent pas au planning prescrit. Des fenêtres de dosage qui ont été prolongées au-delà du protocole à des dates précises. Prises. Isolément, chacune d'entre elles se situe dans la marge de l'erreur humaine. Une pause. Ensemble, elles forment un schéma sur 6 semaines, suffisamment cohérent pour que je n'appelle pas ça une erreur. J'ai fermé les yeux brièvement et j'ai écouté. Puis il a ajouté très prudemment, pour être clair, Madame Vasseur, rien dans ces dossiers ne suggère que les médicaments ont causé l'état de votre fils. Les patients en soins palliatifs déclinent. C'est la réalité des soins palliatifs. Mais ces écarts pourraient absolument réduire les alertes, augmenter les fenêtres de sédation et limiter les moments de clarté cognitive pendant des CED ouverts. Période critique de prise de décision. Je l'ai remercié. J'ai noté chaque date qu'il m'a donnée. Puis j'ai plié le papier et je l'ai rangé dans mon sac, à côté de la carte de visite qui avait déclenché tout cela. Le lendemain matin, j'ai demandé à Solène Rivoire si elle avait quelques minutes. Je l'ai dit d'un ton agréable. Elle a hésité avant de répondre. Pas longtemps, juste assez pour que je le remarque. Puis elle a dit, bien sûr, je l'ai conduite au salon des familles, la même pièce où Isée et moi nous étions, assises 2 jours plus tôt. J'ai fermé la porte et j'ai posé les dossiers. Imprimés sur la table entre nous. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai simplement laissé regarder. Le visage de Solène est resté professionnel pendant un long moment. Composé. Rodé. Le même visage qu'elle arborait dans la chambre de Léandre chaque matin. 38 secondes. 40. Puis elle a repoussé légèrement les papiers vers moi. Je suis les instructions des médecins, a-t-elle dit d'un ton égal. Si vous avez des inquiétudes concernant les soins de votre fils, vous devez en faire part à la direction. J'ai hoché la tête une fois. La direction sait déjà que les dossiers ont été demandés, ai-je dit doucement. Le docteur Ferrand les a examinés la nuit dernière. Maître Bérénice Delorme en a des copies. Tout comme l'enquêteur avec qui elle travaille. J'ai gardé mes yeux fixés sur les siens. Cette pièce est l'opportunité que je vous offre avant que d'autres personnes ne commencent à poser des questions auxquelles vous ne voudrez pas répondre sans avocate. Quelque chose a basculé derrière ses yeux, alors. Pas de la panique. Du calcul. La peur arrivant prudemment, son regard a glissé vers la porte, puis est revenu. Sur les dossiers. Ses mains se sont plaquées contre la table. Quand elle a fini par parler, sa voix était plus basse qu'avant. Est-ce que la direction a déjà contacté quelqu'un? Ce n'était pas le déni qui importait. Pas formellement, ai-je dit. Pas encore. Elle s'est renfoncée lentement dans sa chaise. Le souffle qui s'est échappé d'elle ne semblait pas soulagé. Il semblait épuisé. Gauthier Valandry m'a approché il y a 4 mois, a-t-elle dit. Par l'intermédiaire d'un contact familial. Elle a dégluti. Il a dit qu'il s'agissait de synchroniser correctement la paperasse. De s'assurer qu'il n'y aurait pas de retard si les choses changeaient rapidement. Ses yeux se sont fermés brièvement. Au début, c'était de petits ajustements, rien en dehors des marges acceptables. Ensuite, c'est devenu plus fréquent. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais rien administré en dehors des médicaments prescrits, a-t-elle ajouté rapidement, comme si elle avait besoin que ce fait reste debout quelque part dans la pièce entre nous. Mais je savais que les schémas de synchronisation n'étaient plus accidentels. Le silence s'est étiré. Puis elle m'a regardé directement pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. J'ai pris un avocat hier, a-t-elle chuchoté. Je crois qu'une part de moi savait que ça allait arriver. J'ai soutenu son regard sans faiblir. Vous allez tout me donner. Chaque date, chaque instruction, chaque point de contact. Solène est restée très immobile, puis elle a hoché la tête une fois. Elle a dit « Je le ferai ». Solène m'a tout donné. Elle est restée dans ce salon des familles pendant 40 minutes, elle a parlé, et j'ai noté chaque mot dans le petit carnet que j'avais commencé à porter dans mon sac le jour même où j'avais trouvé la carte de visite. Les dates,
Les instructions. La méthode utilisée par Gauthier, Valandry pour la joindre, pas par l'établissement, pas par un canal officiel. Par Cyriaque. Cyriaque, qui avait présenté Gauthier comme un ami de la famille gérant, les Breisblent Dugé, Nuskeve, affaires de Léandre, et qui avait demandé à Solène, comme un service, de faire certains ajustements dans le planning d'administration, de petits ajustements. Rien qui ne serait lu comme intentionnel lors d'un examen isolé. Juste assez, sur un nombre de semaines suffisant, pour accélérer un calendrier. Elle avait eu besoin d'argent. Elle s'était convaincue que ça ne faisait vraiment de mal à personne. Elle avait eu tort, elle le savait, et elle avait continué quand même. Et maintenant, elle était assise en face de moi, dans une pièce qui sentait la moquette industrielle et le mauvais café, me racontant tout parce que l'alternative était de porter ça seule pour le reste de sa vie. J'ai tout transmis à Bérénice l'après-midi même. Bérénice a porté les informations de Solène à 2 personnes simultanément. 1. Enquêteur expérimenté dans les affaires de fraude en EHPAD et en soins palliatifs, et un avocat spécialiste du contentieux qui avait passé 15 ans à monter des dossiers contre des prédateurs financiers opérant dans le droit des successions. Les 2 ont agi rapidement. Non pas parce que ce genre d'affaires est simple, mais parce que ce genre d'affaires laisse des traces écrites, et que le papier ne ment pas si l'on sait où chercher. Ce qu'ils ont trouvé a pris 3 jours. Gauthier Valandry avait déjà fait cela, auparavant. Pas une fois. 2. Des villes différentes, des familles différentes, la même architecture. 1. Famille aisée saisie à l'instant de son deuil le plus profond. Des documents de transfert préparés sans que le principal intéressé n'en ait connaissance. 1. Société holding structurée pour occulter la destination des fonds détournés. La première famille avait transigé discrètement sous le sceau d'un accord de confidentialité qui leur avait coûté leur droit de parole en justice. Et une part importante de ce qu'ils avaient perdu. La deuxième famille avait signé document qu'ils ne comprenaient pas et n'avait réalisé ce qui s'était passé, que 8 mois après le décès, lorsqu'un expert comptable avait signalé l'anomalie sur la clause bénéficiaire. Gauthier n'avait jamais été inculpé. Il s'était toujours déplacé dans cet espace, situé juste en deçà de la ligne rouge de la légalité, assez près du bord pour que chaque action individuelle puisse être justifiée, assez loin de la fraude, manifeste pour qu'aucun dossier unique ne suffise à le faire tomber. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait jamais eu 3. L'enquêteur de Bérénice a exhumé les 2 affaires précédentes, grâce au schéma des déclarations financières, la même structure de holding apparaissant dans différentes juridictions sous des noms légèrement différents. Il a contacté directement les 2 familles. La première, qui avait signé la clause de confidentialité, a consulté son propre avocat avant de répondre. La seconde a rappelé dans les 2 heures. Les 2 ont accepté de témoigner. Pour la première fois, Gauthier Valandry n'était plus la parole d'une famille contre une opération administrative soigneusement montée. Il était un schéma, documenté, attesté, 3 cas de la même structure prédatrice ciblant des familles en deuil qui avaient fait confiance aux mauvaises personnes, au pire moment possible. Bérénice m'a appelé un mardi soir et m'a dit « Olympe, nous avons de quoi bouger ». Je me tenais devant la fenêtre de la cuisine de ma sœur, je regardais le jardin, sombre, et je pensais à un homme qui avait passé des années à repérer des familles au plus bas pour s'emparer de tout ce qui n'était pas cloué au sol. « Pas encore », ai-je répondu. Bérénice a fait une pause. « Qu'attendez-vous » Je me suis détournée de la fenêtre. « Cyriaque », ai-je dit. « Je le veux dans la pièce quand ça arrivera. Je veux qu'il regarde chaque porte se fermer en même temps. » Ten. Un silence sur la ligne. Puis Bérénice a dit « Je serai prête ». Issé a passé l'appel un mercredi matin, depuis la chaise à côté du lit de Léandre. Je me tenais dans le couloir et j'écoutais sa voix à travers la porte, entr'ouverte. Chaleureuse, facile, le rythme naturel d'une sœur parlant à un frère, en qui elle avait eu confiance toute sa vie. Elle lui a dit que les documents étaient prêts. Elle lui a dit qu'elle avait besoin qu'il soit là pour l'aider à traverser ça. Elle a dit, et c'était la fait partie qui exigeait d'elle quelque chose que je ne crois pas que j'aurais pu accomplir. Je ne veux juste pas faire ça toute seule, Cyriaque. Tu sais comment je suis. Il a dit qu'il serait là le jeudi après-midi. Elle a raccroché et est restée assise un instant, le téléphone sur les genoux.
Puis elle a levé les yeux vers moi, à travers l'embrasure de la porte. J'ai hoché la tête une fois. Elle a hoché la tête en retour. C'était tout. À ce moment-là, Bérénice avait déjà pris contact avec la brigade financière de la police judiciaire, via un officier avec qui elle avait travaillé sur une précédente affaire d'abus de faiblesse lors d'une succession. Le capitaine Mercier avait examiné les documents préliminaires la veille au soir. Les structures de transfert, la déposition de Solène, les changements de clauses, bénéficiaires, l'historique des immatriculations liées à Gauthier Valandry. Assez pour justifier une présence. Assez pour agir prudemment avant que actifs ne s'évanouissent dans des sociétés écrans. Bérénice avait préparé la pièce avec soin. Une salle de réunion dans son cabinet. Pas à l'hôpital. Nulle part qui ne porte le fardeau de ce qui se passait déjà au Cèdre. Une table, des chaises, les documents de cession et les papiers de changement de bénéficiaires étalés bien en vue, exactement comme Cyriaque s'attendrait à les voir. Bérénice et moi étions assises d'un côté. La troisième femme dans la pièce, la représentante de la brigade financière, le capitaine Mercier, était assise un peu à l'écart, sa carte professionnelle face contre table, sa présence, indéchiffrable, à moins de la chercher. Cyriaque ne la cherchait pas. Il est entré à 14h30 jeudi. Veste sombre. La poignée de main, ferme, le sourire de tout son visage que je comprenais désormais, une porte qu'il avait appris à ouvrir avec tout son corps. Il a vu les documents sur la table et ses épaules se sont détendues. Le relâchement spécifique d'un homme arrivant exactement là où il s'attendait à arriver. Il a tiré une chaise. Il a dit « Olympe, je suis content que vous soyez là. C'est ce que Léandre voudrait, que tout soit géré correctement. » Il me l'a dit directement, chaleureux, assuré, de la voix d'un homme qui avait répété sa propre innocence, tant de fois qu'elle avait fini par ressembler à la vérité. Il a continué à parler. Il a mentionné la société Holding par son nom. Il a fait référence au calendrier. Il a prononcé le mot « transfert » 2 fois avant que ses yeux ne se posent sur le capitaine Mercier et n'y restent. La température de la pièce a changé. Je l'ai vu changer sur son visage. Le lent et terrible recalibrage d'un homme comprenant que le sol sur lequel il se tenait n'était pas celui sur lequel il pensait être entré. Ses yeux se sont posés sur la carte de police sur la table, puis sur Bérénice, puis sur moi. Je n'ai pas détourné le regard. Il n'a plus parlé pendant un long moment. Quand il l'a finalement fait, sa voix avait perdu tout ce qui la rendait charmante. Ce qui restait n'était qu'un homme, calculant ce que la coopération pourrait lui coûter par rapport à ce que lui coûterait la résistance. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » a-t-il demandé doucement. « Tout dépend de ce que vaut Gauthier » a dit Bérénice. Pas de déni, pas d'indignation. Cela m'a tout dit. Il a choisi la coopération. Gauthier Valandry a été contacté par les autorités le même après-midi. Le jeudi soir, la SCI de Léandre et les 2 clauses d'assurance-vie étaient formellement verrouillées et placées sous séquestre légal. Aucun document que Gauthier avait préparé ne pouvait plus y toucher. C'était fait. Je suis rentrée seule au Cèdre. J'ai descendu le couloir lentement. En arrivant devant la chambre de Léonce, je me suis arrêtée. Le lit était vide, défait et refait. Rien sur le rebord de la fenêtre, rien sur les murs. Comme s'il n'avait jamais été là. J'ai trouvé une membre du personnel au poste des infirmières et j'ai demandé après lui. Elle a vérifié son écran et a dit qu'il avait été renvoyé chez lui, le matin même. Puis elle a ajouté, presque comme une réflexion après coup, « Il était très pointilleux sur sa chambre, en fait. » À son admission, il a spécifiquement demandé à être placé dans ce couloir. Il a dit qu'il aimait être près des familles qui restaient longtemps en visite. Elle a souri faiblement. Il m'a dit un jour qu'il avait passé beaucoup de temps assis à côté de quelqu'un qu'il aimait dans un endroit qui ressemblait beaucoup à celui-ci. Il a dit qu'on apprend des choses quand on passe assez de nuits en soins palliatifs. Quelque chose de froid m'a doucement traversé, pas parce que ça semblait mystérieux, mais parce que, soudainement, ça semblait terriblement humain. Je suis restée devant ce poste de soins pendant un long moment. Puis je suis retournée dans le couloir, vers la chambre de mon fils, et je n'avais pas un seul mot pour décrire ce que je ressentais.
Il n'y avait plus rien à combattre. Gauthier Valandry était sous le coup d'une FedSurd, enquête officielle. Cyriaque coopérait avec les autorités, de la manière prudente et mesurée d'un homme, essayant d'alléger ce qui lui pendait au nez. Solène Rivoire avait été suspendue dans l'attente d'une commission disciplinaire de l'Ordre des infirmiers. Les documents étaient annulés. Les comptes étaient protégés. Tout ce que Léandre avait bâti au cours de 15 années de travail discipliné et discret était exactement là où il avait prévu que ce soit. Et mon fils se mourait. C'était la seule chose qui était vraie depuis le premier matin où je l'avais accompagné à travers ces portes à sens unique, et c'était toujours vrai. Maintenant, alors que tout le reste était résolu et déblayé. Le combat m'avait donné un endroit où ranger le chagrin. Maintenant, il n'y avait plus d'endroit où le mettre. Il était simplement assis dans la pièce avec nous, lourd et sans aucune excuse. De la façon dont le chagrin s'assoit lorsqu'il a été patient assez longtemps. Je n'ai pas apporté mon carnet. Je n'ai pas apporté la carte de visite, ni les photos des documents, ni aucune des architectures de ces dernières semaines. Je n'ai rien apporté dans cette chambre ce vendredi matin, à part moi-même. Je me suis assise dans le fauteuil à côté de son lit, je lui ai pris la main, et je suis restée. Issei était de l'autre côté. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Ni l'une à l'autre, ni à lui. Nous existions dans le silence si particulier de deux femmes qui ont traversé ensemble, quelque chose qu'aucune des deux n'expliquera, jamais complètement à quiconque n'était pas là. De temps en temps, ses yeux rencontraient les miens par-dessus le lit, et quelque chose passait entre nous qui n'avait pas de nom et n'en avait pas besoin. Je lui parlais quand le silence devenait quelque chose que j'avais besoin de combler. Je lui ai parlé de l'été de ses 7 ans, où il s'était convaincu qu'il pouvait fabriquer un car qui marche avec du matériel trouvé dans le garage. Je lui ai parlé de la pièce de théâtre de l'école où il avait 3 répliques et les avait toutes livrées en hurlant au mur du fond parce que je lui avais dit de projeter sa voix et qu'il l'avait pris au pied de la lettre. Je lui ai parlé du matin où il m'avait appelé de son premier appartement étudiant pour me demander combien de temps on fait bouillir un œuf et où j'avais tellement ri que j'avais dû m'asseoir. Je lui ai dit ce qu'il avait construit. Pas les comptes, ni la SCI, ni les investissements locatifs. Ces choses étaient la preuve de qui il était, pas son essence. Je lui ai parlé du genre d'homme qu'il était devenu, de la patience qu'il avait développée, de la façon dont il aimait Issei, fidèlement et sans se donner en spectacle, de la façon dont son père m'avait aimé, de la façon dont il m'appelait tous les dimanches sans qu'on le lui demande. Issei a pleuré silencieusement à un moment de l'après-midi. Je lui ai tendu des mouchoirs, j'ai gardé ma main sur celle de Léandre, et je n'ai pas détourné les yeux de son visage. La lumière dans la pièce a changé à mesure que le soir approchait. L'orsi, particulier de la fin d'après-midi, glissant à travers la fenêtre et se posant sur le lit. De la façon dont la lumière se pose lorsqu'elle n'a nulle part, ailleurs où aller. À 10 à 8 heures, ses yeux se sont ouverts. Pas l'ouverture partielle et pénible des derniers jours. Complètement ouvert. Présent. Il m'a regardé directement avec une expression que j'ai reconnue. La même expression qu'il arborait à 7 ans, présentant ce quart cassé avec une dignité absolue. Quel qu'en soit le résultat, maman. Sa voix était fluette mais assurée. Tu as géré ça? J'ai serré sa main. Je me suis penchée près de lui. Mon chéri, ai-je dit. J'ai tout géré. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis quelque chose s'est relâché dans son visage. Pas de la faiblesse. Pas un abandon. Du soulagement. Le soulagement. Spécifique d'un homme qui a bâti quelque chose et qui avait besoin de savoir que ça tiendrait debout après lui. Ses yeux se sont fermés. J'ai tenu sa main et je n'ai pas lâché. Léandre est parti à 4h10 à 7 du matin. Je connais l'heure exacte. Parce que je tenais sa main quand c'est arrivé et j'ai regardé l'horloge sur le mur. De la façon dont on regarde quelque chose quand on a besoin de marquer un moment qui ne pourra jamais être effacé. 4h10 à 7. Un vendredi. La chambre était silencieuse et la lumière avait ce gris particulier du très petit matin. Issei était de l'autre côté de lui, la tête baissée, sa main sur la sienne. Et aucune de nous n'a parlé pendant un très long moment. Il n'y a rien que je puisse vous dire sur le deuil que le deuil ne vous ait déjà dit lui-même. Il arrive comme il arrive. Il ne négocie pas, il ne s'adoucit pas, pour vous arranger, et il se fiche éperdument que vous vous y prépariez depuis
des semaines. Il atterrit de la même façon, peu importe. Je me suis assise près du lit de mon fils dans la lumière grise du matin, et je l'ai laissé atterrir. Les jours suivants ont avancé de la façon dont ces jours avancent toujours. Trop lentement et trop vite en même temps. Les préparatifs, les coups de téléphone, l'épuisement si particulier de devoir parler de la perte de façon cohérente alors que la perte est toujours assise sur votre poitrine. Isée est restée à mes côtés à travers tout cela, ne jouant pas à être forte. Juste, présente, de la façon dont les femmes sont présentes les unes pour les autres, quand les mots sont épuisés, et que la présence est la seule chose qui signifie encore quelque chose. La succession est restée intacte. Tout ce que Léandre avait construit en 15 ans lui a survécu exactement comme il l'avait voulu. Ses comptes, sa SCI, ses biens, son assurance vie coulant vers les personnes qu'il avait choisies, sans qu'un seul document ne soit détourné, sans qu'une seule signature ne soit extorquée par le chagrin. Gauthier Valandry a été formellement inculpé, les 2 autres familles ont témoigné, et le schéma sur 3 affaires a fourni au procureur de la République ce qu'aucun dossier unique n'avait jamais permis, une méthodologie documentée, une structure répétée, un prédateur qui n'avait finalement plus d'espace pour opérer juste en deçà de la ligne légale. Cyriaque coopérait avec la justice. Isée avait pris sa décision concernant son frère, discrètement et sans drame, et elle n'y était jamais revenue. Solène. Rivoire faisait face à une procédure de l'ordre des infirmiers qui allait déterminer le reste de sa vie professionnelle. C'était terminé. Le dernier matin avant de quitter Lyon, j'ai conduit seule jusqu'au Cèdre. Je ne suis pas allée dans la chambre de Léandre. J'y avais dit ce que j'avais à y dire. J'ai descendu le couloir lentement, et je me suis arrêtée devant la chambre d'en face. Vide, défaite et refaite, comme le soir où j'étais revenue et où j'avais trouvé Léonce partie. Rien sur le rebord de la fenêtre, rien sur les mirrors. Je me suis tenue là, et j'ai pensé à un homme nommé Léonce qui passait de Canem. Mauvaise nuit, n'avait pas de visiteurs, et dont les yeux suivaient chaque pas dans ce couloir, avec l'attention silencieuse de quelqu'un qui a appris que ce qui bouge dans le noir a son importance. L'infirmière au poste a reconnu le nom quand je lui ai de nouveau posé des questions sur lui. Elle a dit doucement cette fois. Sa femme est morte en soins palliatifs il y a 3 ans, dans un autre établissement. Elle a ajusté une pile de dossiers, en parlant. Il m'a dit un jour qu'il y avait eu des problèmes avec les papiers, vers la fin. Des financiers qui entraient et sortaient après qu'elle ait perdu sa lucidité. Une pause. Je crois qu'il s'en voulait de l'avoir laissée seule, trop souvent vers la fin. Je n'ai rien dit. Parce que soudainement, j'ai compris pourquoi il observait les couloirs de la même manière que d'autres personnes regardent les tempêtes se former sur l'eau. J'ai pensé à ce qu'il avait emporté dans cette chambre avec lui. La culpabilité, le souvenir, ou le savoir, quoi que ce soit qu'il ait, poussé à se positionner dans ce couloir précis et à faire attention quand d'autres personnes arrêtaient de le faire. J'ai pensé à des financiers aux amendes qui ne m'avaient rien coûté. J'ai pensé à quelques mots qui lui avaient coûté de rouvrir quelque chose d'assez douloureux pour qu'il le traîne pendant 3 ans jusque dans une autre chambre. De soins palliatifs. Vous ne pouvez pas toujours voir où atterrit votre gentillesse. Vous l'envoyez, sans adresse de retour, et vous continuez d'avancer, parce que c'est ce que vous faites. Mais parfois, dans les moments les plus rares que la vie offre, elle vous retrouve. Pas emballé, pas annoncé. Juste une poigne sur votre bras dans un couloir sombre, et une phrase d'un homme qui avait toutes les raisons de rester silencieux, et qui a choisi de ne pas le faire. J'ai failli rentrer chez moi. Le deuil vous fait ça. Il vous donne envie d'être entre vos propres murs quand tout s'effondre ailleurs. Mais je suis restée. Et rester s'est avéré être la chose la plus importante que j'ai jamais faite pour mon fils. En dehors de l'élever,